un leader, son rôle, il évolue, il peut se positionner à différents endroits. Ça demande beaucoup d'adaptabilité, hein, d'être en posture de leadership. Et ça ne veut pas dire qu'on est en haut du podium tout le temps. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Delphine Follier, fondatrice de l'école du leadership, et Audrey Ginisti, psychologue et consultante en management, pour échanger sur les deux éléments justement que je viens de citer finalement, à savoir le leadership et le management. Mais avant de démarrer notre échange, écoute Delphine, je vais te laisser l'espace pour nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis Audrey, je te laisserai suivre juste après. Merci, mais bonjour Pauline, bonjour Audrey. Je suis vraiment contente d'être avec vous deux et toutes les trois ensemble pour parler leadership et management. Donc, moi, Delphine Follier, je suis la fondatrice de l'école du leadership, un organisme de formation qui est vraiment dédié à l'accompagnement des femmes, plus particulièrement sur le déploiement de leur leadership, entendu habileté de confiance en soi, affirmation de soi, communication avec impact, etc. Je dirais en résumé que ce qui me fait vraiment triper dans la vie, c'est d'accompagner des femmes à se créer la vie professionnelle dont elles ont envie, elles, par rapport au modèle qu'elles ont envie de se construire, par rapport au projet qu'elles ont envie de bâtir, et pas par rapport à une norme. Voilà comment je pourrais me présenter. Ça me plaît, ça me plaît. Mais c'est pas pour rien que je vous ai invité de toute façon. Eh bien, bonjour à toutes les deux, Pauline et Delphine. Donc, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation, Pauline. Et pour faire court et simple, donc moi, je suis Audrey Ginisti, psychologue consultante. Donc, tu l'as dit, effectivement, management et leadership, en fait, les deux vont de pair. Et mon rôle, en fait, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants à mieux communiquer avec leur équipe, à faire en sorte que finalement, tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Donc, ça passe par de la formation, de l'accompagnement aussi personnalisé. Et j'aide aussi à recruter avec des méthodes qui sont validées scientifiquement en psychologie notamment. Ok, super. On va avoir justement la possibilité de parler de tout ça de manière plus systémique, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est intéressant justement en vous invitant toutes les deux. Alors, sur le podcast, parmi nos auditeurs, on a des profils indépendants, mais on a aussi des personnes comme moi, on va dire, qui commencent à avoir une équipe ou qui ont eu une équipe et qui commencent à se frotter aussi petit à petit au management. Et si j'ai souhaité ouvrir cette table ronde avec vous, ce serait déjà pour clarifier les notions pardon, de management et leadership. Alors, tu as donné un petit élément de réponse, Audrey, quand tu l'as dit ou tu as dit ça va ensemble, mais voilà l'occasion d'en parler justement. Mais aussi pour donner des clés aux personnes qui nous écoutent. Alors, la première question, moi, que j'ai envie de vous poser à chacune, c'est quoi le leadership? Alors, qui va répondre en premier? Telle est la question. Moi, je veux bien y aller. Ouais. C'est une question en fait assez difficile, je trouve, Pauline, et je ne sais pas comment Audrey verra la chose, mais Mm. vraiment le leadership, c'est un grand chapeau, c'est une grande étiquette dans laquelle on peut mettre vraiment, vraiment beaucoup de contenu. On va pouvoir probablement tout au long du podcast, de cet épisode, rentrer plus en détail, mais je dirais que si je devais là, tu sais, en donner une définition un peu scolaire, Ouais. je dirais que le leadership, c'est vraiment toutes nos habiletés comportementales que l'on met au service d'un futur souhaitable. C'est-à-dire de la façon dont on va se projeter, dont on va projeter notre vision du monde dans un projet finalement concret, un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet personnel, bien sûr. Et pour réaliser ce futur souhaitable, eh bien, on a besoin d'aller chercher à la fois en soi, des ressources en soi et à l'extérieur de soi. Donc, on va aller chercher de la motivation, évidemment, par rapport à à quoi on croit et ce qu'on a envie de voir naître. Et en même temps, on va être en général dans une capacité à communiquer autour de ce projet et peut-être à fédérer, rassembler, en tout cas motiver d'autres Mm. personnes
à contribuer de près ou de loin à notre projet. Donc, le leadership, ça va finalement chercher des habiletés comportementales autour de la motivation, de la question aussi de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de la communication, bien évidemment, et je dirais aussi de l'imagination, hein, de cette créativité et cette fertilité que l'on peut avoir quand on est entrepreneur, comme je pense de nombreux auditeurs de ton podcast aussi. Quand on est salarié, c'est aussi chouette de rêver sa vie professionnelle et de la concrétiser éventuellement et de pas forcément toujours en rester au stade du rêve, hein, mais de la faire atterrir dans quelque chose de concret. En quelques mots, moi, en tout cas, la façon dont j'aime bien parler du leadership, et je pense que ce que j'aime bien aussi dire, c'est finalement le leadership, il est à double effet. Euh, j'avais en tête, en fait, l'image, tu sais, du tire-bouchon à double détente. Ouais. Je vais loin là-dedans, mais en tout cas, pour moi, le leadership, il se travaille évidemment d'une façon interne et personnelle, et puis d'une façon externe quand on veut engager dans un investissement des personnes qui ont envie de s'engager avec nous. À mon sens aussi, le leadership personnel, c'est comme un postulat de départ au leadership tout court. Parce que accroche-toi pour motiver une équipe si toi-même, finalement, tu patauges un peu dans la direction que tu veux donner à ton projet, tu vas forcément être moins convaincante, quoi. Tu vas tournicoter. Et puis, ça arrive, bien sûr, des moments de vie comme ça. Hein. C'est de ne pas toujours savoir et de tourner en rond, ça peut tout à fait arriver. Mais c'est peut-être pas dans ces moments-là où, en tout cas, on est le plus performant pour mobiliser d'autres personnes. Et à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de se centrer un moment sur soi, de se faire éventuellement accompagner ou en tout cas pour après aller, on dirait droit devant, en tout cas vers le cap que l'on s'est fixé. Ok, merci. Alors, réponse hyper complète et merci d'avoir ajouté autant d'éléments. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler tout au long de l'épisode. C'est vrai que souvent, le leadership, je pense que c'est un peu un mot qui est utilisé à beaucoup de sauces et je pense qu'il y a très peu de gens en réalité qui savent vraiment ce que c'est. Alors, du coup, est-ce que tu aurais envie, toi, de donner tes mots, Audrey, tes autres mots peut-être pour définir le leadership? Pour compléter, en fait, quand Delphine parlait, je me disais, en fait, souvent, il y a cette idée soit de faire preuve de leadership. Donc, effectivement, forcément, on le lie à une compétence, une aptitude comportementale, personnelle, sociale, tout ce qu'on veut. Moi, je vois dans le mot leadership le mot leader. Et donc, cette capacité, finalement, à être aussi visionnaire, à se projeter soi-même et à projeter les autres. Et en fait, ça demande de bien, comment dire, forcément connaître ou développer cette conviction profonde, qu'on soit tout seul à se leader ou qu'on lead une équipe, de développer cette conviction profonde qui passe forcément par pourquoi je fais ce que je fais. Pour moi, ça passe forcément par la mission et faire. Alors, je ne sais pas si on va dire faire preuve de leadership, on verra comment on peut employer toute cette expression-là, mais il y a vraiment cette notion-là, pour moi, plutôt de cette capacité à inspirer les autres, à motiver les autres, à les guider, en ayant un cap qui n'est pas forcément... le cap est fixe, mais la route qu'on va prendre, on ne la connaît peut-être pas forcément en avance. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est là-bas qu'on veut aller. Et en fait, c'est cette espèce de force intérieure qui, pour moi, en tant que, voilà, avec les études que j'ai faites en psychologie, passe aussi par les émotions. Parce qu'en fait, comment tu stimules et tu motives l'envie, le désir de te suivre. Et là, je parle autant des équipes que de tes clients, de tes prestataires, partenaires, bref, tous les gens qui peuvent graviter autour de toi. En fait, c'est parce que tu vas développer cette conviction profonde, cette force intérieure, et surtout, c'est quand tu vas parler avec des émotions. Scientifiquement, on sait que ce sont les émotions qui poussent à l'action, qui donnent envie d'agir ou de te suivre ou autre. Et c'est pas juste un discours, j'ai envie de dire, un peu plat de alors voici la stratégie interne de l'entreprise sur 3 ans, de manière un petit peu froide, tu vois, et chiffrée. C'est bien d'en avoir, hein, évidemment, il faut. Mais il y a ce côté émotionnel, cette force intérieure, je pense, qui est hyper importante à développer. Il y a quelque chose que j'ai relevé dans ce que vous avez dit un peu toutes les deux, c'est que vous avez parlé de leadership au sens de
l'idée, par exemple, une équipe, finalement, ce qu'on entend le plus. Mais vous avez aussi parlé de leadership un peu, moi je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas les bons mots, mais leadership un peu de soi. Donc ça veut dire qu'on peut être leader même sans équipe quelque part. Ah bah oui, carrément. Bah pour moi, moi j'appelle ça l'auto-leadership. Ok. C'est commence déjà par te connaître un petit peu toi-même et savoir où tu veux aller parce que sinon ça va être compliqué. Après, je pense que c'est une notion, Pauline, toi, que tu développes énormément dans tes accompagnements. La vision, le Ouais. pourquoi, la mission, tu sais la puissance que ça peut comporter et comment ça peut soulever des montagnes en fait. Et effectivement, même quand on n'a pas d'équipe. Je suis en Oui, train voilà. de faire. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a réponse dans la question. Delphine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, dans le leadership aussi, pour moi, il y a toujours cette idée de mouvement. Et je pense que Audrey, finalement, quand elle évoque les émotions, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça, hein, les émotions qui nous mettent en mouvement, qui nous poussent à agir. Et ce mouvement, ben, on le voit aussi dans le mot leadership, parce que quand on le décompose, en effet, il y a l'aspect leader, puis on entend aussi ship comme le bateau en anglais. Hein, donc ce navire finalement que l'on va piloter du mieux qu'on peut, mais quand on s'est fixé un cap, en effet, comme disait Audrey, on n'est pas forcément sûr de la route. On peut faire des détours et des, et des allers-retours, mais en tout cas, on sait où on veut se diriger. D'avoir cette boussole, en fait, le leadership, c'est vraiment cette boussole interne aussi qui nous met en mouvement, qui nous donne l'énergie profonde pour aller vers ce futur souhaitable que l'on se souhaite. Et dans cet ordre du mouvement, oui, il y a tout cet aspect énergie qui est très, très important pour soi-même, en fait, et pour les autres. Donc là, on a parlé de leadership. Maintenant, est-ce qu'on peut aller, même si j'ai bien compris, puisque vous l'avez dit un petit peu toutes les deux, que le leadership et le management, ça va ensemble un petit peu, mais est-ce qu'on peut avoir une... alors, je pense que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent savent quand même ce que c'est le management, mais par quels axes ça passe le management? Euh, Manager, voilà, si on reprend les termes, c'est vraiment gérer. Donc souvent, on parle de manager son équipe, gérer des ressources humaines, expression horrible, bien sûr. Ouais, Moi, je dis toujours, on ne je suis bien gère pas d'accord. de la ressource. Tu peux gérer un planning, tu peux gérer ce que tu veux, des tâches, machin, mais pas un humain, ça ne se gère pas. Et c'est pour ça que je trouve que le terme leadership est plus euh, cohérent parce qu'on est plus dans cette inspiration. On veut inspirer, Mm. motiver, donner envie, euh, faire en sorte que les gens aient envie de s'impliquer et pas simplement gérer des ressources comme on bougerait des pions, tu vois, sur un échiquier, il faudrait les placer de telle ou telle manière. Après, bien sûr que si on parle du rôle, par exemple, du manager, de cette Ouais. casquette-là, évidemment, qu'on fait de la gestion de planning, de tout ça, etc. Et comme on ne gère pas des intelligences artificielles, mais bien des êtres humains, on est obligé de développer certaines compétences relationnelles, sociales ou en communication, etc. Euh, donc, je dirais que voilà, pour moi, le management, c'est un petit peu la facette comment dire, planification, pilotage factuel ou opérationnel, qui est juste l'autre facette du leadership. Après, moi, je pense que même quand tu es seul, en fait, tu fais du management. Moi, j'appelle ça manager tes relations. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu es seul, tu n'es jamais seul, déjà. Oui. Et, et tu dois quand même gérer les relations clients, les personnes avec lesquelles tu peux être amené à travailler. Donc, tu fais quand même de la gestion. Euh, Moi, j'appelle ça un peu le deal with it, quoi. Tu Mm. fais ce que tu peux pour que les relations se passent au mieux et puis travailler en bonne intelligence, comme on dit. Partout où il y a de la relation, en fait, on peut dire, finalement. Ouais, partout, il y a de l'humain. Oui, voilà, partout où il y a de l'humain, même, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que, c'est comme ça peut-être que moi je le comprendrais, est-ce qu'on peut dire que le leadership, c'est la phase un petit peu mindset, impalpable, même si on peut travailler dessus, mais impalpable, versus le management, c'est un peu plus opérationnel, mais dans tous les cas, effectivement, on est obligé de faire avec l'un et avec l'autre pour être, in fine, un bon manager ou un bon dirigeant ou un bon, etc. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Oui, je pense aussi, par exemple, tu peux une fiche de poste de manager,
Tu Oui. peux l'écrire. Hein. Tu vas sur des sites d'offres d'emploi, tu vas avoir des postes de manager. Ils ne vont pas forcément s'appeler manager, ça va être directeur, directrice, responsable, chef de projet, etc. Et ensuite, tu vas avoir un détail des missions avec les compétences que ça requiert finalement pour, en effet, anticiper, planifier, gérer, organiser, faire du reporting, etc., qui sont les missions globales de quelqu'un qui a un rôle de manager. Le leadership, dans le CV, c'est toujours le truc qu'on bourre là, dans les habiletés comportementales, où tu vas mettre aussi autonomie, esprit d'équipe, Mmh. etc. Seulement, tu vas rajouter leadership, on ne lui donne pas toujours la place, mais en tout cas, il n'y a jamais une offre d'emploi qui porte le mot de leader. Il n'y a personne qui Oui. recrute un leader. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi pour les personnes qui étaient moins familières avec leadership versus management. Ils peuvent penser aussi à offre d'emploi, comment est-ce que ça s'atterrirait sur une offre d'emploi. Et pour moi, le leadership, finalement, c'est c'est le comment tu vas faire. Ok, tu dois en effet gérer, piloter, anticiper, faire du reporting, etc. Comment est-ce que tu vas le faire ça? Avec quelle intention? Dans quel sens tu veux le faire? Avec quel engagement tu vas le faire? Quelle Quelle énergie tu veux énergie, déployer, ouais. Mmh. etc. Dans quel élan finalement, dans quel mouvement. Et cette question du comment, ben, c'est là où je pense que le leadership peut vraiment exploser dans un sens, voilà, feu d'artifice, quand on commence à se poser la question de, mais en fait, comment j'ai envie de faire les choses? D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, même avant que je devienne manager, malgré moi, on va dire, enfin pas malgré moi, hein, voilà, mais on pourra en reparler, mais je veux dire, parce que je commence à avoir des équipes autour de moi, etc., bah, je me suis toujours dit, j'ai envie d'être un leader qu'on suit et j'ai pas envie d'être un manager. Et j'ai toujours dit les choses comme ça. Et finalement, là, tel que vous avez défini les choses, au final, on s'est rejoint en tout cas sur ça. Donc, je dirais le management, on va dire partie opérationnelle versus le leadership, c'est plutôt l'énergie, comment on va entraîner les gens autour de nous à nous suivre et nous aussi, comment on va avoir confiance en nous, etc., etc. Bon, justement, j'avais une question par rapport à ça. Quelles sont les clés selon vous pour gagner en leadership? Alors, question, mais tellement large. Est-ce que c'est inné, comme beaucoup pourraient le penser? Ah bah, t'as la réponse évidemment que non. Alors, par contre, je vais saupoudrer tout ça de psychologie, de Ouais. ce qu'on sait des études. Alors, souvent, en fait, les personnes dont on va dire qu'elles ont un espèce de potentiel inné, souvent, c'est des personnalités un petit peu extraverties. Alors, quand je dis extravertie, c'est pas exubérante, c'est au sens de qui aiment fédérer les gens. Qui ont vraiment ce besoin de stimulation sociale, qui n'ont pas de problème ou de pudeur, on va dire, à s'exprimer devant un groupe, et souvent qui ont un petit peu plus d'affirmation de soi. Donc ça, c'est souvent les profils qui vont avoir plus de facilité, je dirais, à prendre cette posture-là ou des postes de manager, mais en l'occurrence qui demandent voilà, cette capacité de leadership. Après, on peut tout apprendre. Et donc ça, en plus, c'est très important parce que ça dépend vraiment de vos propres croyances. Donc si vous pensez que leader, soit on l'est, soit on l'est pas, soit on a un mindset de leader, soit on l'a pas, forcément, vous n'allez pas mettre les choses en place pour développer cette compétence pour essayer d'inspirer les autres, les motiver, etc. Donc, il faut faire très, très attention à nos croyances inconscientes, on va dire, parce qu'en fait, elles vont dicter vos comportements. Alors que si vous vous dites, je ne sais pas moi si j'ai les compétences ou pas, en tout cas, je vois que telle et telle personne a cette capacité à rapidement inspirer les autres, quand elle parle, on l'écoute. Comment elle fait? Moi, j'aimerais bien apprendre ça. Et puis finalement, on se rend compte que oui, on peut apprendre ça. Nécessairement, on est un petit peu plus motivé à le faire et forcément, on progresse. Euh, Après, pour répondre à ta première question, il y avait un petit peu, non pas une recette, mais moi, il y a quelque chose que je trouve hyper important qui ferait peut-être partie du domaine de l'invisible, on va dire, du non palpable. C'est que quand tu es, on va dire, en charge d'une équipe, quelle que soit la taille de l'équipe, en fait, tu as besoin de créer moi, ce que j'appelle une connexion émotionnelle ou relationnelle avec ton équipe. Et ça passe par forcément beaucoup de communication, le temps d'apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Et en plus, quand je dis se connaître, c'est soi-même et les autres. Mm. Et si tu n'as pas cette connexion-là, la connexion, c'est toujours ce pont. Et le pont, c'est vraiment la communication, en fait, c'est mettre en commun. Et donc, c'est ce pont de communication que tu vas créer avec l'autre qui va te permettre justement d'instaurer ce lien de confiance qui fait que finalement, on arrive à
à travailler ensemble et on se dit que on a envie de faire un bout de chemin dans telle ou telle direction. Oui, tout à l'heure, ça m'a interpellée aussi, Pauline. Tu as dit que toi-même, tu n'avais pas envie d'être une manager, mais en tout Mm. cas, tu avais la posture, tu avais envie de travailler ta posture de leader et donc d'être celle finalement qui inspire et que l'on suit. Et ça m'a mis une image en tête où je me suis dit finalement, quand on est en posture de leadership, on n'est pas toujours à l'avant du navire. En tout cas, à mon sens, il y a certains moments, on va aller se positionner dans d'autres rôles clés. Et peut-être qu'à un moment, le rôle, il va plutôt être à l'arrière du navire pour pousser l'équipe. À un autre Mm. moment, ça va être peut-être d'être au milieu du navire pour pagayer avec les autres et pagayer avec ton équipe. Et ça, je pense aussi que ça peut peut-être un peu adoucir, on va dire, la vision du leader que l'on a parfois un peu sur, pas un piédestal, mais quelqu'un qui est toujours à l'avant, au front, devant, etc. Donc peut-être aussi avec des habiletés plus charismatiques, etc. Non, je pense qu'il faut aussi redescendre d'un cran là-dessus et se dire qu'un leader, son rôle, il évolue, il peut se positionner à différents endroits. Ça demande beaucoup d'adaptabilité, hein, d'être en posture de leadership. Et ça ne veut pas dire qu'on est en haut du podium tout le temps. Et je le dis parce que parfois, ça tranquillise un peu les gens en disant, ah ok, je ne suis pas obligée d'être tout le temps cet être qui va avoir un aura et qui va sans Mm. cesse inspirer, etc. Je peux aussi inspirer différemment en étant côte à côte, derrière, etc. Et puis, par rapport à la question que tu posais, Pauline, aussi, est-ce que c'est un peu inné ou acquis le leadership? Hein, évidemment, si on dit bah non, c'est inné, on peut arrêter le podcast là, je pense. Et puis, Audrey et moi, on va être pas mal au chômage parce que euh, donc, donc oui, bien sûr, hein, toutes les habiletés comportementales. Je dirais si on en a le souhait, si on en a l'envie en fait, ben, bien sûr, on peut développer ça. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont ennuyées parce que elles ne se sentent pas à l'aise dans la prise de parole. Et c'est vrai que quand tu as une posture parfois de leadership, ben, tu es amené à prendre la parole dans des réunions Ouais. d'équipe. Hein, prendre la parole, c'est veut pas forcément dire prendre la parole devant 150 personnes ou un stade entier. Hein. Parfois, c'est juste au quotidien, prendre la parole devant ton équipe ou l'équipe. Euh, et bien sûr, ces habiletés de communication, elles se travaillent complètement. La voix, la posture. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu as les mains qui tremblent, le cœur qui bat et que tu hésites à donner ton idée, hein, on peut aller vraiment chercher c'est quoi la spirale descendante qui est en train de se créer en toi pour que tu te sabotes ou en tout cas que tu dises pas ce que tu avais à dire, etc. Donc, d'aller réfléchir, ben, comme le disait aussi Audrey, je pense sur ses croyances limitantes, sur la façon dont on se perçoit soi-même. Si tu dis, bah, tu sais, moi, je suis quelqu'un de timide. Tu t'assignes beaucoup à ce rôle-là, en fait, d'être quelqu'un finalement de réservé, et donc comme si tu n'avais pas le droit à la parole, le droit à la visibilité. Donc toujours, moi je pense que dans les accompagnements, en tout cas que je fais, je relève beaucoup d'éléments de langage comme ça. Et de dire, voilà, je suis timide ou je suis comme ci ou je suis comme ça. Tu sais, moi, je suis très émotive. Ouais. C'est souvent Ok, mais tout le monde on est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Donc, remettons la pendule à l'heure, là, et puis Ouais. allons voir dans ton expression émotionnelle, qu'est-ce qui se passe plutôt? C'est la façon dont tu vas t'exprimer émotionnellement qui peut-être est challengeante pour toi, mais on peut aller regarder ça et déconstruire, décortiquer, et ça donne de super beaux résultats. Ça, je pense que Audrey et moi, on peut le dire et l'affirmer. Ça, je vais vous parler pour Audrey, mais c'est sûr qu'il y a des beaux résultats qui se créent. Donc déjà, la première chose à faire finalement, c'est déjà d'arrêter de s'enfermer dans une boîte et de se dire, en fait, c'est possible, je peux inspirer les autres, je peux accompagner les autres à me suivre, etc. Mais j'imagine que ça vient aussi d'un travail sur soi, avant tout. Du coup, c'est quoi le travail fondamental à faire en priorité quand on veut gagner en leadership? Ce serait quoi? Oui, et puis je rajouterais même en étant soi-même. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes. Là, pour le coup, il y a les deux, peut-être un peu plus les femmes, mais bon, les deux sont concernés, qui ont cette image, parce que moi, j'ai pas mal de personnes qui ont des équipes, du coup, de petit chef. Voilà. Non, je ne veux pas être le boss de l'entreprise parce qu'il y a cette image de leader,
de petit chef. Alors parfois ils me disent je veux pas être un leader, mais en fait l'image qu'il y a derrière c'est le petit chef. Et je leur dis mais non, en fait il y a plein de façons, il y a plein de styles de leadership. Et effectivement la problématique actuelle, j'ai envie de dire, qui va commencer à bouger un petit peu, c'est que quand on pense leadership, inconsciemment, en fait, on a une norme, une image, une référence qui est celle qu'on a pu voir depuis des décennies, à savoir une vision un petit peu, entre guillemets, patriarcale, autoritaire du leadership. Donc, il y a le patron qui donne les directives aux salariés. Et du coup, inconsciemment, même si on n'adhère pas à ce modèle-là, c'est notre modèle de référence. Et moi, je vois pas mal quand même d'hommes et de femmes qui ont ce côté, cette sensibilité ou cette empathie, sans forcément parler de sensibilité, et qui du coup se briment et ont l'impression que ils ne peuvent pas être empathiques avec leurs collaborateurs parce que sinon, c'est une preuve de faiblesse, on ne va pas les écouter, ils ne vont pas être respectés, etc. La réalité, c'est que c'est tout le contraire. En fait, plus vous allez comment dire, exprimer cette part de vulnérabilité qui fait de vous, en fait, des êtres humains auxquels on va beaucoup plus s'identifier. En fait, d'un coup, vous devenez quelqu'un de normal, d'accessible, et on a envie de vous suivre. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous mettre au-dessus des autres. Déjà, ça, c'est un premier point. Et je dirais le premier travail à faire, parce que là, je pense plutôt du coup aux personnes qui ont une entreprise, ça va être de vous poser, de réfléchir sur qu'est-ce qui est important pour moi. Quel est mon cap? On en parlait tout à l'heure donc avec Delphine. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi c'est important pour moi? Si je ne le faisais pas, qu'est-ce que je regretterais? Et pareil, même au niveau après de votre équipe. Alors souvent, on dit qu'il faut faire un travail sur les valeurs. Oui, c'est bien, mais il faut aller plus loin. C'est pas juste des jolis mots que vous allez trouver. Alors moi, ma valeur, c'est la bienveillance. Moi, ma valeur, c'est l'exigence. Super. Merci Audrey, merci d'en parler parce que j'en parle partout dans plein d'épisodes. Donc ça me fait plaisir que tu viennes Ah relever oui, ça en plus. toi, tu m'incarnes bien en plus. Tu vois, on n'est pas juste en train de, voilà, moi je dis toujours placarder les valeurs sur ton site internet ou sur tes murs. Euh, c'est de se dire, OK, en fait, c'est quoi les comportements qui vont avec ça? Quand je dis, pour moi, la bienveillance, c'est super important. À quel moment, dans mon équipe, j'ai pu avoir un comportement bienveillant versus j'ai eu un comportement pas bienveillant? Qu'est-ce qui serait non bienveillant? Voilà, qu'est-ce qui est, moi j'appelle ça acceptable, non acceptable. Et quand tu commences à réfléchir à ça, Mm. là, tu commences, entre guillemets, à baliser, dans le sens délimité, c'est quoi ta valeur pour toi? Parce que sinon, on est sur quelque chose de flottant. Nous, on veut remettre quelque chose de tangible, on remet les pieds sur terre. OK, en fait, c'est quoi ta valeur ou tes trois valeurs intrinsèques, profondes, qui vont driver, en fait, ta manière de faire les choses, ta manière de manager, si on peut dire ça comme ça, etc. Donc ça, c'est le premier gros travail à faire qui va servir autant, j'ai envie de dire, ta vie perso que ton entreprise et ton équipe. Moi d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est non acceptable. C'est quelque chose que j'ai fait assez instinctivement, mais je pense que comme j'ai été une salariée déçue de manager, du coup, j'ai reproduit l'extrême inverse dans mon entreprise. Et du coup, ce que je fais, c'est que je demande aussi l'acceptable et le non acceptable à toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise, parce que comme ça, on sait tous comment on peut se placer, comment on peut communiquer aussi avec l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai fait de manière hyper normale, on va dire. Et du coup, je me dis que visiblement, je suis dans le bon, puisque tu viens d'en parler. Donc, ça me fait plaisir. Je pense aussi que pour commencer à déployer ces habiletés de leadership, on peut passer aussi par l'observation. Observer ce qui se passe autour de nous et observer les comportements que l'on apprécie et ceux qu'on déteste. Mm. On peut observer l'impact que ça a sur les autres. Regarder un collègue, un boss, n'importe qui en tout cas, et se dire, tiens, qu'est-ce qui crée chez les autres cette personne-là? Et peut-être s'en inspirer, se dire, ben tiens, moi j'apprécie la façon dont cette personne communique avec son équipe, communique avec ses collègues. Comment il s'y prend en fait? Qu'est-ce qui me plaît autant chez cette personne? Pourquoi est-ce que je vois que les autres finalement apprécient même quand il fait du recadrage ou qu'il doit dire des choses Mm. pas très agréables? Pourtant, l'équipe sort, bon, elle peut être un peu vexée, mais elle ne sort pas démoralisée ou avec l'impression d'être vraiment une bonne à rien.
Donc, je trouve aussi voilà, d'être dans des phases d'observation pour, je dis, c'est un peu comme si tu étais au marché, là, puis tu as ton petit panier, puis tu remplis ton panier de comportements que tu observes et Hmm. dont tu vois l'impact bénéfique et qui te parlent à toi. Et je pense que c'est comme ça aussi que peu à peu, tu vas forger toi, le leadership que tu as envie d'incarner. Et je pense que cette incarnation du leadership, elle n'est pas une baguette magique. Et en tout cas, elle correspond certainement pas à ce qu'une norme sociale ou une norme professionnelle dirait. Parce que quand tu cherches à rentrer dans le panier de quelqu'un d'autre ou dans le costume, la chaise, les chaussures, name it, de quelqu'un d'autre, Hmm. ben, là, ça crée des dissonances qui sont pas forcément agréables à vivre. Donc, forge-toi ton leadership à ton image en regardant ce qui est juste pour toi. C'est déjà un premier beau travail que la personne peut mener. Ouais, du coup, les propos de Delphine m'ont fait penser à quelque chose, puisque tu parlais de dissonance, forcément, concept qui fait écho notamment à une qualité qui est très importante, qui va paraître évidente et qui est très, très dure en fait à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la congruence. Ça, c'est le Ouais. mot psycho pour, voilà. En gros, ça veut dire la cohérence. Voilà, qu'il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. C'est très, très, très dur à préserver. Et si on est vraiment réaliste, personne ne l'est. À partir du moment où tu es un humain, tu peux pas être 100% cohérent tout le temps. Par exemple, tu vas donner des directives où tu vas dire à tes collaborateurs ou à tes clients, bah, je vous rends je sais pas, le devis, le produit, le machin à telle date. Et puis, il se trouve que des fois, il peut y avoir des événements, des imprévus qui font que les choses se passent pas comme ça. Ou alors une stratégie que tu vas mettre en place et finalement tu te rends compte que bah non, on fait un peu marche en arrière, on va pas mettre cette stratégie-là, on va en choisir une autre plus pertinente. Bon, ça peut donner l'impression, si tu mets pas d'explication sur ce qui s'est passé, ça peut donner l'impression à ton équipe ou à tes clients que tu es incohérent, que tu es une girouette, entre guillemets. Si, par contre, tu dis, bah écoutez, c'est vrai qu'on avait cette stratégie au départ, mais finalement, je me suis rendu compte que, au vu du contexte actuel, c'était pas ce qui avait de plus pertinent. Je préfère faire quelques pas en arrière et continuer plutôt sur tel ou tel axe. En fait, l'équipe, elle va comprendre, tes clients, ils vont comprendre. Tant que tu mets du sens sur tes actions, bah, c'est OK. Mais il faut juste penser, c'est tout bête, hein, à le partager, à le Le communiquer. partager, ouais, le communiquer, quoi, finalement. Juste le dire de manière transparente. Ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Là, ce que j'ai fait, c'était pas hyper cohérent. Tu vas peut-être pas dire comme ça, mais en fait, il y a une raison. Il y a quelque chose qui est venu motiver en fait cette décision ou ce comportement-là. Et on sait qu'on vit beaucoup mieux les choses qui ont du sens, même si on n'est pas OK avec ce qui se passe. Oh zut, faut tout redéfaire, faut tout recommencer. Mais OK, je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est un driver, mais énorme. C'est un facteur de motivation validé scientifiquement aussi, hein, le sens Hmm. qu'on met derrière les choses. Mm. Après, quand tu parles de congruence, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut, évidemment, comme on est des êtres humains, on ne peut pas l'être tout le temps. Mais par contre, si on peut quand même l'être à 80-90% du temps, c'est quand même bien mieux. Mais si jamais on ne l'est pas ou on l'est moins, juste de le communiquer, déjà, ça apaise les choses et au moins, c'est compris par les gens qui nous entourent, que ce soit, comme on parle beaucoup d'équipe, manager, etc., que ce soit avec les clients ou avec n'importe quelle autre relation, ça va fonctionner de la Mm. même manière. Je pense que le leadership, finalement, c'est un processus d'amélioration continue. Euh, on est, euh, on est sans cesse, finalement, en train de découvrir, ajuster, redéployer certaines habiletés. Et moi, j'aime bien aussi questionner les gens sur c'est quoi le jour, c'est quand le jour où tu as raté la marche du leadership. Et on l'a tous fait, de dérouler dans les escaliers et se dire, oups, là, j'ai pas été très aguerrie sur mon leadership. Je me suis fait embarquer par ma colère, par mon stress. J'ai pas su finalement faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Et évidemment, enfin, je veux dire, c'est humain, ça peut être tout à fait normal, même pour des personnes qui ont l'habitude et qui parfois, du coup, ne vont plus se reconnaître dans ce qu'ils ont raté. Mais de le voir vraiment comme on est tout le temps en apprentissage dans le leadership. Hein, cette science humaine n'a rien d'exact. Et de le voir aussi comme ça, je trouve que ça donne tout le mouvement et tous les espoirs finalement de déployer peu à peu ce qu'on a envie de déployer en soi et pour les autres.
Mais là, tu disais, bon, bah voilà, des fois, on peut se rendre compte que, ah bah mince, je me suis mis en colère, j'aurais pas dû, etc. Mais est-ce que finalement, le leadership, c'est pas savoir dire aux gens qu'on est censé leader, entre guillemets, ou les relations qu'on est censé leader, est-ce que le leadership, c'est pas finalement savoir dire, bah ouais, là, je me suis planté, j'aurais peut-être dû faire autrement, mais le dire de manière frontale et de communiquer là-dessus. Est-ce que finalement ça fait pas partie du leadership? Parce que être un bon leader, finalement, c'est aussi accepter de se tromper et de le dire, il me semble, non? Assumer tes responsabilités. Alors, moi, je te dirais oui et non. Ça dépend à Ouais. qui. Si tu dis ça comme ça, de but en blanc, entre guillemets, hein, à ton client, ça Oui, peut remettre voilà, en cause la confiance. oui. Tu peux le dire, effectivement, j'avais prévu que ça se passe comme ça, puis ça s'est plutôt prévu comme. Enfin, ça s'est passé autrement. Avec ton équipe, ça dépend de la relation que tu as avec eux. Mais en tout cas, ils vont toujours préférer, si tu veux, quelqu'un qui va admettre ses erreurs, même si c'est pas toujours eu des erreurs à proprement parler, que quelqu'un qui va renier et ne pas prendre cette part de responsabilité dans ce qu'il a fait. Et ça, d'ailleurs, c'est un phénomène psychologique aussi qui a été identifié, qui s'appelle le biais, non, pardon, je vais retrouver le terme, la clairvoyance normative. En gros, c'est le fait d'assumer. On sait que quand tu assumes ta part de responsabilité dans quelque chose, c'est mieux vu, même quand c'est une erreur, que quand tu ne le fais pas. Et pourtant, on a plutôt tendance à se dire, je vais cacher mes erreurs ou mes fragilités ou autres, alors que pourtant, finalement, en fait, tes collègues, tes collaborateurs, ben, ils sont OK. Ils sont OK parce que justement, tu es plutôt dans une forme de transparence et d'authenticité qui, je le rappelle encore, en fait, permet de renforcer la confiance. Ok, merci pour toutes ces explications. Là, je voulais rebondir sur, on parle voilà de leadership, de management depuis tout à l'heure, et moi, je me suis rendu compte avec ma petite expérience, mais parce que voilà, c'est important pour moi, j'ai envie de bien faire, je me suis rendu compte que ma manière de manager, de prendre mes décisions, ou alors de m'imposer, ou de ne pas m'imposer, ou de savoir dire oui, ou de savoir dire non, etc. C'était hyper lié à finalement mon histoire, mon parcours, comment je réagis aussi dans la vie personnelle, etc. Et je trouve que tant qu'on n'est pas confronté à ça réellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire mais n'importe quoi, le pro c'est le pro, le perso c'est le perso. Mais en fait, moi je me suis rendu compte en tout cas que non, c'était pas vrai du tout. Alors je le savais quelque part, mais là à ce point-là, je pensais pas. Du coup, est-ce que vous auriez peut-être des exemples de clients, alors sans les nommer bien sûr, en gardant leur anonymat, etc., mais peut-être des anecdotes à partager là-dessus pour que les gens qui nous écoutent comprennent que en fait, comment on réagit, comment on s'impose ou pas, c'est finalement complètement lié à finalement notre parcours, comment on a vécu telle et telle chose peut-être par le passé, etc. C'est difficile à expliquer parce que c'est un peu impalpable, mais peut-être déjà, pardon, toi Audrey, tu sauras peut-être l'expliquer avec la partie psy un peu plus. Là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quelque chose d'assez, alors pas psy, mais pourquoi on serait un humain différent quand on est au travail que chez nous, ou inversement? Mm. Je ne suis pas sûre qu'on soit voilà, une personne complètement différente. Et donc, de toute façon, nos comportements, ils sont, comment dire, ils proviennent toujours de nos croyances, qu'on en ait conscience ou pas. Alors, quand je dis croyance, c'est pas religieuse, hein, c'est l'idée qu'on se fait des choses. Euh, donc, que tu le veuilles ou pas, que tu en aies conscience ou pas, tous tes comportements, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, la partie immergée étant tout ce que tu penses à l'intérieur. La plupart du temps, en fait, tu vis avec ça. Donc pour toi, c'est la normalité que tu t'es construite. Et du coup, tu vas fonctionner de la même manière au travail, plus ou moins, que avec d'autres personnes. Et puis souvent, il y a aussi, alors moi, ce que j'ai plus constaté, c'est plutôt comment tu as été éduqué qui va Ok. influencer ton rapport à ton équipe, là en l'occurrence. Et moi, j'ai des clients, tu vois, qui ont eu, par exemple, une éducation très autoritaire, avec la valeur travail très, très importante. Et avec cette croyance, par exemple, de pour réussir, il faut travailler beaucoup et ça doit être dur. Voilà, on la connaît tous, cette Ouais. croyance qui est fausse. Donc, alors évidemment que tu as plus de chances de réussir quand tu travailles beaucoup, mais ça fait pas tout. Et parfois, j'ai vu des clients voilà, qui se sont un peu fatigués au travail, épuisés. Alors, c'est pas toujours des burn-out, mais en tout cas, ça, on frôle ça.
et qui n'étaient pas toujours très sympathiques avec leur équipe. Parce qu'en fait, il y avait cette forme d'exigence derrière. Et parfois, l'exigence, en fait, elle se transforme en intransigeance. Ouais. Donc, il y a besoin de se prouver des choses de manière plus ou moins, c'est pas toujours conscient, hein, je le dis. Et du coup, on n'a pas toujours des comportements très adaptés. Comme on est très exigeant avec soi-même, on l'est énormément avec les autres. Et quand tu mets le doigt dessus, tu fais ah, mais oui, mais en fait, effectivement, je suis peut-être pas obligée d'être comme ça. Et mon équipe pourrait être tout aussi productive en leur parlant ou en leur faisant confiance, en fait, parfois. Euh, Ce qui ne veut pas dire lâcher complètement prise non plus, hein, mais voilà, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, c'est vrai que c'est assez aidant. Enfin, j'imagine que pour Delphine, c'est des choses assez fréquentes aussi, non Ouais, totalement, Audrey. Puis en t'écoutant, ça me faisait penser à l'exemple d'une cliente que j'accompagnais avant l'été, qui a été en arrêt maladie. Elle avait vraiment une grosse fièvre, mais vraiment grosse, avec une infection. Donc, le médecin la met en arrêt maladie et on avait une séance d'accompagnement prévue, elle et moi. Et puis, elle me dit, mais je ne peux pas être en arrêt maladie, je ne peux pas laisser mon équipe. Puis donc on essaye de travailler là-dessus sur pourquoi en fait alors que le médecin son état de santé est dégradé, le médecin lui dit de s'arrêter, qu'est-ce qui fait quand même qu'un être humain va se sentir dans cette espèce d'obligation et d'exigence d'aller au travail et comme de donner le change un peu, tu sais, comme si cette femme qui était manager ne pouvait pas finalement flancher au niveau de sa Mm. santé pour finalement quelque chose, un virus qui vient te mettre KO, quoi, une grosse grippe. Et donc, voilà, de décortiquer en fait toutes les croyances qu'elle avait autour du monde professionnel. Et on a essayé de renverser ça et c'était vraiment intéressant, la bascule qu'elle a faite là-dessus, où finalement sa grande crainte, c'était que son équipe la voit comme faible. Alors déjà, on a beaucoup questionné ça et interrogé ça. Et finalement, elle-même a renversé la vapeur en disant, mais peut-être que finalement, si je leur dis que bah voilà, je suis malade, peut-être qu'eux aussi, et qu'ils vont avancer tout seuls sur les dossiers, je pourrais leur montrer que je leur fais confiance et que finalement, ce sera un gage de confiance, moi, de leur dire, ben, vous m'oubliez là pendant une semaine parce que vraiment je suis malade au fond du lit, quoi. Et donc, voilà, en une heure d'échange, de conversation avec elle, elle avait fait ce point de bascule en disant non, ça va être un formidable levier aussi pour leur montrer le fait que je suis en arrêt maladie, leur montrer que ben ils sont tout à fait capables et que je vais pouvoir me reposer sur mes deux oreilles au fond de mon lit parce que c'est une équipe responsable, c'est une équipe douée, voilà. Donc oui, vraiment il y a un travail de déconstruction à Mm. faire de ce à quoi on croit, ce qu'on a entendu, comment on a été éduqué, la vision qu'on a du monde professionnel, etc. Ouais. Ouais, après, je trouve, en tout cas personnellement, que c'est assez frustrant parce que on peut pas vraiment l'anticiper. C'est-à-dire qu'on est comme obligé d'être face au problème pour réagir. Et ça, c'est frustrant. Audrey, j'ai vu que tu avais envie d'ajouter quelque chose tout à l'heure. Bien ma tête. Non, là, je vais rebondir déjà sur ce que tu viens de dire et je pense, on va reprendre la métaphore du bateau, du navire. T'as beau préparer ton équipage, te préparer, avoir tout le matériel qu'il faut. La mer, c'est la mer. Donc, tant que tu ne l'as pas affrontée, tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Par contre, le fait de te former, de t'équiper, te permet quand même peut-être d'assumer ou d'assurer un peu plus s'il y a une grosse vague qui se présente. Je dirais que c'est peut-être ça l'avantage de se former ou d'être accompagné de manière personnalisée. Et, euh, et Delphine, tout à l'heure, quand tu parlais, moi, je me suis noté un petit truc. Je me disais, c'est pas toujours évident, en fait, de se mettre en priorité. Moi, j'entendais ça, tu vois, dans le discours de cette femme. Et moi, je dis toujours aux gens, enfin, moi maintenant, parce que je fais plus des formations ou accompagnement formation que des coaching mindset, on va dire. Mais je dis toujours, de toute façon, vous n'allez pas gagner de médaille à la fin parce que vous avez galéré ou parce que vous êtes sacrifié. Et il n'y aura pas de médaille. Donc, lâchez l'affaire là-dessus. Et souvent, ça fait un petit électrochoc. C'est assez rigolo à voir. Oui, et puis en plus, tu vois, quand tu dis se prioriser, c'était tout à fait la problématique, une des problématiques de ma cliente. Et en fait, ce qui était intéressant,
Dans cette problématique de se prioriser aussi, c'était d'aller réfléchir sur quel exemple aussi, puisqu'on est dans le leadership, dans cette posture de leadership, tu es aussi là pour montrer l'exemple quelque part peut-être à ton équipe. Et c'est quoi en fait ce que tu veux leur renvoyer comme image de la personne qui finalement, même quand elle est au fond de son lit hyper souffrante, elle doit quand même venir travailler. C'est ça en fait que tu veux cultiver comme culture d'équipe, comme culture d'entreprise. Et là, c'est de prendre un point de distance, un pas de recul par rapport à ça, et t'es comme, ah non, mais pas du tout, hein. Non, mais je vais dire, en fait, si tu avais un de tes employés là qui était malade, tu lui dirais, il a 42 fièvre, tu lui dirais, dis donc, là, gros lard au fond du lit, là, tu vas, tu vas te secouer un peu. C'est hyper Non, parlant, mais oui, c'est vraiment ça. tu lui dirais jamais ça, en fait. Tu serais respectueux du fait que cette personne Et besoin de soit repos, quoi. en repos, quoi, en fait, Mm. tout simplement. Mm. Et j'allais juste dire, oui, les gens, ils font pas ce que tu leur dis, ils font ce que tu leur montres. Donc, c'est l'exemplarité est importante dans ce cadre-là. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça puisque Audrey, on se croise, alors ça fait un petit moment, mais on se croise régulièrement au coworking. Et je me souviens que, comme ça, je vais donner un exemple, je prends rarement des pauses. Mais parce que j'ai eu un temps dans ma vie, alors depuis que je suis entrepreneur, non, mais où je fumais. Et du coup, je m'arrêtais, en fait, obligatoirement, quelque part, j'allais fumer une cigarette pour faire une pause. Depuis que je suis entrepreneur, ça m'arrive hyper rarement de vraiment, factuellement, me lever de ma chaise et faire une pause. Et en fait, moi, je dis bien à l'équipe, vous avez le droit de prendre des pauses, vous n'avez pas besoin de le demander, vous le faites quand vous voulez, vous faites vraiment quand vous le sentez. Et je me souviens avoir eu un échange avec toi, Audrey, et où tu m'as dit, mais en fait, impose-toi de le faire pour montrer l'exemple. Et je me souviens de ça, et du coup, je me suis imposée de le faire pour que la personne qui était avec moi le fasse. Et en fait, après, elle l'a fait. Et donc, du coup, je trouve Mm. que c'est, bah, du coup, forcément, c'est parlant. Et ça revient à ce que tu disais, Delphine. En fait, comment tu as envie, comment toi, tu traiterais les autres. Et ça revient à ça, finalement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Enfin, pas mal le tour. Oui et non, parce qu'il y aurait probablement encore énormément de choses à dire. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément de choses, rien qu'en parlant avec vous une cinquantaine de minutes. J'ai aussi pris plein de notes pour moi. Donc, j'espère que ce sera aussi un mini coaching pour toutes les personnes qui vont nous écouter et à qui ça va parler. J'avais envie de vous poser une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui démarre en tant que manager fondateur, je vais mettre des grosses guillemets parce que nous, vraiment, sur le podcast, on n'a que des indépendants versus entrepreneurs qui nous écoutent. Et donc, on n'a pas de manager dit salarié. Et je trouve, moi, en tout cas, je vais peut-être déjà juste parler pour moi, que quand même, en tant que manager fondateur, je vais encore mettre des guillemets, on a aussi la pression de l'entreprise sur les épaules, au-delà de peut-être, attention, je ne dénigre pas la charge qu'un manager salarié a, mais disons qu'on a ça, cette petite couche quand même en plus de responsabilité. Et donc, c'est pour ça que je fais le lien avec ça. Donc, ce serait quoi s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui démarre en tant que manager, mais c'est la première fois qu'il commence à avoir peut-être une, deux personnes avec lui dans son équipe? Moi, je dirais, fais-toi accompagner, fais-toi coacher, ne reste pas seul surtout. Si tu n'as pas envie de prendre la formule d'accompagnement, de coaching, pas de problème, il y a d'autres façons de faire, mais ne reste pas seul. Trouve aussi peut-être d'autres managers fondateurs, échange avec ces personnes sur les problématiques, les trucs qui vous cassent la tête et qui vous cassent les pieds. Les émotions que ça vous crée et puis les réussites aussi que vous avez mises en place avec la petite équipe, qu'est-ce qui a Mm. bien été, etc. Faire un partage, une communauté de pratiques finalement autour de ça. Mais on le sait de toute façon en entrepreneuriat, ne jamais rester seul, je pense que c'est la base. Oui. Ben, a fortiori, ça veut dire que là, si tu es en posture de manager fondateur, ça veut dire que ton entreprise a grandi et quand une entreprise a grandi, quand tu es en phase de croissance, parfois tu as besoin de te faire épauler. Et donc, n'oublie jamais ça, de te faire épauler. Je peux que valider, hein, évidemment, mais je crois qu'on validera toutes les trois ici. Audrey, je te laisserai finir avec ça.
Ah bah, écoute, carrément. Donc, effectivement, je ne peux que survalider ce que vient de dire Delphine. Donc, de ne pas rester seule, c'est la première chose. Si tu trouves que c'est difficile, en fait, c'est normal. C'est pas que tu es moins doué que les autres, c'est que c'est juste normal. Tu es en phase d'apprentissage. Et là, je dirais, la chose vraiment à essayer de développer, très basique, mais pas évidente à faire, c'est juste intéresse-toi aux autres. Sincèrement. C'est-à-dire, intéresse-toi à l'équipe qui t'entoure, à qui ils sont, peut-être connaître un petit peu leur vie, alors sans être intrusif dans leur vie privée, évidemment, mais de sincèrement t'intéresser à qui sont ces personnes, quel est le rôle, voilà, comment ils vivent les choses, l'ambiance, le travail, etc. Et puis, évidemment, faire un petit travail sur soi, même si c'est pas forcément un travail en étant accompagné. Prends un petit peu de recul juste pour te regarder, de faire des petits bilans à la fin de la semaine. Bah, tiens, telle et telle personne, je suis allée lui parler. J'ai vu que ça avait eu un effet positif sur lui parce qu'il a tenu compte de telle et telle proposition que je lui ai faite. Parce qu'en fait, si tu ne mesures pas tes avancées, tu vas toujours avoir l'impression que finalement, tu stagnes. Et c'est un petit peu comme je dis toujours, quand tu dois gravir une montagne, tu vois toujours le sommet et tu as l'impression que si tu regardes que le sommet, tu n'avances pas. Et de temps en temps, il faut juste se poser, arrêt sur image, regarder en bas, voir, ah ouais, quand même, j'ai déjà fait tout ce chemin-là. Mais si tu poses pas des petites choses comme ça de temps en temps sur papier ou ça peut être dans ta tête, mais c'est bien de le poser quelque part, en tout cas à l'extérieur de toi, tu vas voir en fait tes petits paliers de progression qui augmentent. Voilà pour le petit tips. Merci Audrey. Alors, avant de terminer, j'ai envie de vous poser la question à toutes les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et surtout comment on peut travailler avec vous? Alors, on peut me retrouver moi sur LinkedIn, Instagram, Audrey Ginisti. Comment on peut travailler avec moi? Alors moi, je fais plutôt tout ce qui va être accompagnement, formation. Quand je dis accompagnement, c'est, on va dire, des formations personnalisées, plutôt en one-to-one ou avec des équipes. Voilà, sur tout ce qui est question recrutement, gestion d'équipe, même si j'aime pas le terme, et comment renforcer la cohésion de l'équipe, notamment avec toutes les approches en psychologie scientifique. Donc, moi, je suis spécialisée aussi dans tout ce qui va être sciences de la personnalité, comment comprendre la personnalité de l'autre, sa propre personnalité, pour faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, de bien travailler, de travailler aussi sereinement tous ensemble. Voilà, dans les grandes lignes. Moi, on peut me retrouver sur LinkedIn, où je suis assez présente, donc Delphine Follier. Et puis, comment travailler avec moi? En m'envoyant un message, un MP sur LinkedIn. Je pense que pour toutes les personnes qui ont envie, en tout cas, de développer leur leadership, on trouvera toujours une forme de collaboration. Je fais de l'accompagnement individuel en one-to-one, beaucoup axé autour du leadership et de l'intelligence émotionnelle. Et puis, pour les personnes qui vivent à Lyon ou dans les environs de Lyon, j'ai une formation qui s'appelle Les Talentueuses, qui est une formation qui se déploie sur 3 mois et qui accompagne en petits groupes des femmes en collectif à déployer confiance en soi, affirmation de soi, habileté de communication. Super, merci Delphine. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange hyper enrichissant, en tout cas pour ma part. Et du coup, j'ai aucun doute qu'il le sera aussi pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci pour votre temps. J'ai envie de vous dire à très vite. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.